Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, faire le bilan de cette semaine et essayer de comprendre ce retour de stress sur les marchés. On est peut-être d'ailleurs dans un phénomène de réplique par rapport à ce qu'on a connu début août et des inquiétudes macroéconomiques qui semblent grandir chez les investisseurs. Gilles Guibou est avec nous pour en parler, responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics, est également à nos côtés. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bon, normalisation ou récession, qu'est-ce qui attend l'économie américaine? Devant nous, Christian, crevons l'abcès, puisque cette question, on va se la poser, j'imagine, à chaque publication de données économiques, de statistiques majeures. On a eu beaucoup de données d'emploi tout au long de la semaine concernant donc le marché du travail américain. Que nous apprend ce rapport sur l'emploi du mois d'août aux États-Unis? Et est-ce qu'on arrive à répondre à cette question de savoir si l'économie américaine est simplement en train de normaliser une séquence de surchauffe, ou est-ce qu'on est déjà un peu plus avancé sur un chemin qui irait au-delà de la normalisation et qui pourrait amener un épisode récessif peut-être pour l'économie américaine? Bonne question. Oui, on le savait. La question à plusieurs milliards de dollars, on va dire, sur les marchés. Oui, non. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios ouverts qui se sont ouverts d'un seul coup pour les marchés. Jusqu'à maintenant, on était dans l'idée assez géniale d'un ralentissement de l'économie américaine, une banque centrale américaine qui allait commencer à baisser ses taux, et donc on pouvait jouer tranquillement la reprise économique en 2025, et tout allait bien. Alors maintenant, il y a deux éléments qui commencent un petit peu à faire peur. C'est d'une part, on se dit, oui, il y a un ralentissement économique, mais les entreprises ne licencient pas. Alors c'est quand même assez étonnant, surtout connaissant les États-Unis. On n'est pas sur des entreprises qui n'ajustent pas leurs effectifs. Et là, effectivement, on n'a pas eu d'ajustement encore de l'emploi. On reste sur des entreprises qui n'embauchent plus. Donc ça montre bien qu'il y a quand même bien un ralentissement économique. Donc on est un peu moins confortable parce que jusqu'à présent, on était encore sur des entreprises qui créent énormément d'emplois. Là, dans le dernier rapport de l'emploi que l'on a eu, si on interroge les entreprises sur celui qui interroge les entreprises, on s'aperçoit qu'on perd des emplois de manière assez importante dans certains secteurs, services aux entreprises, des secteurs d'activité, la distribution, quelques secteurs comme ça qui commencent à réellement être affectés. D'autres, par contre, résistent encore. La construction crée pas mal d'emplois, donc il y a un petit rebond dans la construction. Donc on voit, il y a une belle sensibilité au taux d'intérêt qui a un petit peu relancé l'activité dans ce secteur. Et puis on voit surtout le secteur de la santé, ces secteurs sociaux qui restent encore assez solides et insensibles pour l'instant. Mais il y a quand même moins de sous-secteurs qui créent des emplois aujourd'hui. Il y a moins de diffusion. Il y a plutôt, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent que les entreprises, clairement, ne licencient pas massivement, mais ne recrutent peu. Et ça, c'est quand même un élément important. Toute la question est de savoir, est-ce que dans les prochains mois, elles vont appuyer sur le bouton licenciement pour améliorer leur marge, pour véritablement commencer à ajuster leurs effectifs, ou est-ce qu'elles vont plutôt maintenir leurs effectifs en se disant, on attend les baisses des taux de la Fed, on attend le fait qu'on passe les élections américaines qui sont quand même un vrai élément qui bloque pas mal de décisions en ce moment aux États-Unis, ça marque les esprits, et on joue plutôt 2025, et là, il ne faut pas se trouver en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Donc, on sait depuis quelques années maintenant qu'il y a plein de facteurs structurels notamment qui rendent les marchés du travail un peu partout dans le monde compliqués, tendus, avec ces idées de pénurie à l'arrivée. C'est vrai qu'on dit toujours en économie que les chiffres de l'emploi, c'est un indicateur retardé, parce qu'en général, c'est en retard, on réagit en retard de l'activité, mais aujourd'hui, on a tellement de flou et on manque tellement de visibilité sur l'économie. Monsieur Powell nous dirait les incertitudes économiques sont importantes, pour reprendre un terme de banquier central. Donc, on a tellement de flou qu'on se dit que finalement, l'indicateur qui va nous indiquer si c'est grave ou pas, ça sera les chiffres de l'emploi. Alors, ce qui fait que maintenant, le marché est un peu face à un mur. Parce qu'il hésite. Il se dit, si véritablement les entreprises commencent à appuyer sur le bouton et qu'on voit brutalement le marché de l'emploi se dégrader, la Banque centrale américaine, elle a trop tardé à baisser ses taux et on va vers une récession, et bien, certes, elle baissera ses taux, mais ça sera le pompier et on va passer un mauvais quart d'heure. Soit, effectivement, on a un ralentissement. La Banque centrale américaine a bien fait de ne pas baisser ses taux. On va pouvoir tranquillement baisser les taux, tranquillement relancer l'économie en 2025. Et dans ce cas-là, on a envie d'acheter des cycliques. On n'a plus envie forcément d'acheter que la thématique intelligence artificielle qui commence à être un petit peu essorée. On a envie d'aller sur des cycliques, mais il faut être sûr qu'en 2025, ça repart. Et là, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins. Vu la tête des cycliques depuis quelques semaines, effectivement, c'est pas la conviction la plus forte mais ça peut repartir très vite. Il suffit qu'on ait quelques bonnes nouvelles et tout de suite, les gens vont se dire faut rejouer la croissance en 2025. Là, il y a 10 jours pour décider côté Fed si on fait 25 ou 50 pour démarrer les baisses de taux le 18 septembre prochain. Est-ce que les dernières données de l'emploi notamment, les dernières enquêtes, il y a le chiffre d'inflation la semaine prochaine qui sera publié, mais bon, visiblement le sujet c'est quand même plus la croissance. Est-ce que ces dernières données permettent de trancher cette question ou pas forcément ?
Alors déjà, 50 points de base, à l'heure actuelle, vu l'état des marchés, ça serait une faute. Ça serait renforcer les marchés dans l'idée que la Banque centrale est en retard. Et donc, à ce moment-là, je peux dire qu'il y aura un vrai sell-off sur les marchés actions. 50 BP, c'est négatif marché. Oui, ça valide les anticipations. Ça rassure pas. Moi, je préfère que Powell... on se dit, ils sont en retard, mais ils sont peut-être un peu en retard. Oui, mais moi je préfère que Powell vienne nous voir en disant on fait 25 parce que la situation, on a un ralentissement, on fait tout pour préserver, mais le marché de l'emploi est solide, on n'a pas de crainte sur l'avenir. Je préfère un discours comme ça plutôt que de dire avec la visibilité sur la poursuite des baisses de taux. Voilà, d'accord. Poursuite. Okay. Oui, bien sûr. Oui. On poursuit naturellement. Oui. Avec le fait que donc on sort de la data dependency, on donne un peu de guidage de ce point de vue-là. S'il faut, on fera ce qui est nécessaire. Vous inquiétez pas, on est là, parce que s'il baisse de 50 points de base, là, il valide complètement le fait qu'ils sont en retard et qu'ils commencent à paniquer. Et ça, c'est le plus mauvais message qu'on peut envoyer au marché, dans un marché qui commence à... Et en même temps, ils corrigeraient une partie de leur erreur en faisant 50 BP. Oui, mais objectivement, alors après, si on descend dans les datas, les données sont pas exceptionnelles, mais sont pas non plus catastrophiques. Il faut rappeler qu'on ressort quand même d'un deuxième trimestre qui était encore très très bon, qu'on a un troisième trimestre certes qui ralentit, mais on n'est pas du tout en récession, donc il faut quand même pas paniquer. Et encore une fois, là ce qu'on a, c'est un marché du travail qui se refroidit, mais qui chute pas, puisque finalement c'est les entreprises qui n'embauchent plus. Alors certes, le taux de chômage, bon là il a un petit peu baissé, mais bon, on va pas rentrer dans la cuisine, mais c'est à cause d'éléments un peu techniques, mais le taux de chômage est plutôt appelé à remonter, puisqu'on a aujourd'hui des créations d'emplois qui progressent moins vite que la population active. Ouais. Donc on sait que le taux de chômage est appelé un petit peu à remonter. Bon, mais c'est pas dramatique. On n'est pas du tout, on est à un taux de chômage. Non, mais bon, Jérôme Powell, alors peut-être qu'il ne représente que lui quand il fait son discours à Jackson Hole, mais je crois que Mary Daly aussi de la fête de San Francisco était un peu sur la même ligne. Partant des 4,2, 4,3% de taux de chômage qui sont la réalité du moment, ils ne veulent pas avoir de dégradation supplémentaire. Non, c'est-à-dire pour eux, pour Jérôme Powell, moi j'ai compris que c'était déjà presque un plafond qu'il n'aimerait pas trop enfoncer. Ce qu'ils disent, clairement, c'est qu'aujourd'hui... Tous ne disent pas ça, mais les Deauville, les Colombes le formulent comme ça aujourd'hui. Mais le vrai élément central, c'est qu'il y a encore quelques mois, ils étaient sur l'idée, on combat l'inflation coûte que coûte. Oui, là, maintenant, ils se disent qu'à 4,2, ça justifie qu'on regarde plus l'emploi que l'inflation. Parce qu'en plus, entre-temps, l'inflation a quand même ralenti. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rééquilibrage des objectifs et surtout, ils se disent qu'il n'y a aucune raison de maintenir des taux réels aussi élevés aujourd'hui, alors que le marché ne l'a pas. Donc, ça justifie, pour moi, ça justifie encore un ajustement, très clairement, mais il ne faut surtout pas montrer qu'on panique. Parce que si on commence à mettre en tête dans les marchés qu'on a commis une erreur politique monétaire et qu'on a maintenu trop longtemps la politique monétaire restrictive, ça sera là un vrai élément baissier pour les marchés actions. Bon. Gilles, comment vous regardez alors ce que j'appelle un peu ce sell-off macro? Donc il y a eu l'épisode de début août, bien sûr, la semaine de rentrée, cette semaine a été une semaine marquée par le retour de stress, et c'est vrai que quand on voit un peu les actifs qui sont vendus, alors ça a été les matières premières, le pétrole, je crois qu'il y a une journée à moins 5 sur le pétrole là, cette semaine, on voit les grandes valeurs du luxe, la tech également, alors tous les trades évidemment les plus surpeuplés qui se dégonflent, qui se débouclent aujourd'hui, le dollar qui a quand même plutôt tendance à reculer face à pas mal de devises majeures. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous dit effectivement des facteurs qui sont à l'œuvre? Est-ce qu'il y a un changement de perception macro qui est en train de se diffuser dans la tête des investisseurs? Et est-ce qu'on va continuer à jouer, à se faire peur entre chaque baisse de taux de la Fed côté américain, de la BCE côté zone euro? Alors, très clairement, quand on regarde, jusqu'à maintenant, on estimait que ce qui devait conduire à des baisses de taux, c'était une réduction de l'inflation ou une normalisation de l'inflation. Les bonnes baisses de taux. Une bonne baisse de taux. Là, on est dans une phase où, en réalité, la crainte, c'est que les baisses de taux, et c'est le discours sur les 25 ou les 50, ne soient plus liées à la normalisation de l'inflation, mais à une dégradation plus importante que ce qu'on attendait de l'économie. Ce qu'on peut voir d'une manière générale, c'est qu'on a quand même plusieurs signaux sur différentes zones géographiques qu'effectivement, une économie qui ralentit. En Chine, oui, mais y compris aux États-Unis, où jusqu'à maintenant, effectivement, on a des chiffres qui sont assez contrastés, où on voit, on va dire, les chiffres de la construction qui sont bons, mais avec un secteur de la construction et de l'investissement en règle générale qui reste encore aux États-Unis assez largement soutenu par les différents plans qui avaient été initiés, qui étaient la IRA, le Semiconductor Act, le Build Back America. Donc, tout ça, ça continue à se diffuser, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Non.
Là où il y a quand même un peu d'inquiétude, moi, en tout cas, il y a un point d'attention pour moi quand je regarde le marché américain, c'est la consommation. On voit que les chiffres de la consommation américains, ils sont pas tout à fait homogènes, et on a des signes qui sont assez dissonants. Avec des Nike, ça c'était au moment des publications trimestrielles. Dollar Tree aussi, j'ai vu, enfin des chaînes comme ça, des bas prix. Dollar Tree, c'est vraiment du discount américain, je veux dire. Donc des populations qui sont les plus bas revenus. Ouais, c'est ça, les plus bas revenus, qui là vraiment sont en train de souffrir visiblement. Qui sont en train de souffrir. Starbucks, ok. Et avec des incidents sur les cartes de crédit qui visiblement commencent à augmenter. Ça me fait penser qu'il y a quand même un point d'attention, c'est que le PIB américain, la croissance américaine, c'est 60%, 70% lié à la consommation américaine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore cette activité qui est soutenue par ces plans d'investissement, mais que du côté de la consommation, qui est une composante essentielle, on a des signes dissonants. Et ça, pour moi, à minima, c'est un point d'attention. Donc, aujourd'hui, il est trop tôt pour moi pour éventuellement commencer à construire une trajectoire très claire. D'autant qu'on a quand même quelques échéances dans les semaines qui viennent, qui sont pas nulles, et qui vont avoir un impact majeur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le résultat Trump ou Harris, c'est pas tout à fait le même impact sur les marchés. Ouais. Dans un cas, on a des baisses d'impôts et éventuellement des droits de douane et un impact sur l'immigration et potentiellement sur le droit du travail. Après, je me méfie toujours du côté ça change, c'est tout ou rien, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que si c'est Harris, tout va d'un côté, si c'est Trump, tout va de l'autre. Il y a quand même des garde-fous. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que les marchés. Je veux dire, quelles sont les marges de manœuvre politiques. Donc, il y a aussi l'idée que ça peut être peut-être. Je ne vais pas dire un no news, mais peut-être que c'est pas non plus le game changer qu'on peut imaginer. Mais bon. À minima, c'est une incertitude. Oui. Tant que c'est pas passé, je suis d'accord avec vous. À ce stade, il n'y a pas d'urgence. Surtout que quand on regarde d'une manière assez statistique et calendaire, on sait que la quinzaine qui s'ouvre, statistiquement, c'est la pire depuis 1950. Les 15 derniers jours de septembre, c'est ça ? Voilà, c'est la pire qui soit. Donc, on se dit, si on doit acheter, on va peut-être attendre 15 jours et profiter des baisses. On n'est pas à 2 semaines près, oui. Et on va peut-être profiter des baisses qui arrivent. Maintenant, voilà. Donc, si on revient sur les taux, 25, 50, je ne sais pas si c'est une erreur ou c'est une prise de panique. En tout cas, s'il y avait un 50, ça serait admettre que l'économie ralentit plus fortement. Plus vite, ouais. Et ça, c'est pas bon pour les résultats d'entreprise. D'accord. Et donc, compte tenu des valorisations qu'on a sur un certain nombre de sociétés qui avaient été largement achetées, alors je pense notamment aux sociétés de l'intelligence artificielle, c'est difficilement compréhensible. Et donc c'est normal dans cette phase. D'autant qu'on commence à avoir des craquements. Alors, Nvidia, le message, il a été quand même un peu moins positif que ce qu'on attendait. Broadcom, aujourd'hui, les résultats n'étaient pas terribles. On est quand même en train de parler potentiellement d'un démantèlement d'Intel. C'est quand même pas rien non plus. Et un démantèlement d'Intel, ça veut dire quoi sur les capex d'Intel ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toute l'industrie derrière ? Non, mais il y a un peu de saturation et il y a en plus sur le plan de la dynamique de développement peut-être pas complètement nul. Non. Et donc c'est normal de voir ces secteurs-là, malgré des taux et des taux longs qui baissent. On était à 4,30 avant l'été sur le 10 ans américain, on est à moins de 3,70 au moment où on se parle. C'est normal qu'on voit quand même ces valeurs baisser, pourtant dont les valorisations peuvent être soutenues par des taux qui baissent. Mais on n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Mais en réalité, c'est des sociétés, pour une part, qui ont retrouvé des valorisations qui sont finalement pas si loin que ça que les valorisations qui avaient pu être atteintes avec des taux à zéro. Parce qu'en fait, elles sont déjà fortement remontées. Ouais. Donc en réalité, on n'est pas revenu tout à fait au niveau. Et c'est pas exactement. On est revenu sur des valorisations élevées, alors qu'on est certes avec des taux qui ont peut-être baissé, mais avec une activité qui va se dégrader. Et c'est là où aujourd'hui, si on veut se positionner sur des baisses de taux, il y a sans doute, et c'était le discours qu'on avait avant l'été, c'est de se dire, finalement, il faut peut-être mettre un peu plus humble et aller chercher des choses qui vont profiter de la baisse des taux, qui sont les secteurs qui sont traditionnellement défensifs, qui sont la consommation durable et les utilities, qui n'ont certes pas beaucoup de croissance, mais qui à ce stade... Et c'est le mouvement qu'on a vu se mettre en place là depuis quelques semaines. Et ça s'observe. Et quand on regarde aujourd'hui, je regardais ce matin, une valeur comme Iberdrola, elle est en train de faire un plus haut historique. C'est une valeur dont les résultats ont fortement monté depuis 2020, mais qui en réalité, avant l'été, avait les mêmes cours
que ceux qu'elle avait en 2021. Je comprends, Et simplement, elle a commencé à remonter assez fort. Il y a un re-rating là, qui s'opère sur ces valeurs. Et malgré tout, on reste en dessous des valorisations de long terme sur ces titres-là. Donc, je pense que voilà, il y a sans doute, on est sans doute dans un moment où voilà, il faut être un peu attentiste, accepter de ça, c'est des positions d'attente. Vous dites quand le marché se met à revenir. Alors effectivement, on a vu la santé aussi, les utilities, staples, consommation de base, etc. Pour vous, à ce stade, c'est une position d'attente. C'est une position où on a quelque chose d'un peu plus visible et un peu moins de variabilité sur les earnings. Et donc, on se dit, on est dans une position, et surtout que c'est des sociétés qui avaient retrouvé des valorisations qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Quand on prend un Danone, sur des 15 fois les résultats, 16 fois les résultats, si on regarde la moyenne de très longue période, on est plutôt sur 17-18. Et avec une société qui a fait énormément de restructuration qui se repositionne. En même chose sur Unilever. C'est ça. Donc on va parler de Coca aussi. Coca, c'est pareil, qui retrouve des multiples stratosphériques. Quoi, on a sans doute des opportunités de se positionner sur des choses qui sont moins bien valorisées, mais sans doute avec plus de visibilité à court terme. Et à court terme, moi j'aurais tendance à vouloir préférer un peu la visibilité. Bien sûr qu'à terme, il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle. La tech, la croissance, l'innovation, ça reste... Non mais attends, bien sûr, on est d'accord. Mais à court terme... L'innovation ne s'arrête pas là aujourd'hui. À court terme, on a cette incertitude macro... Et ces valorisations qui sont un peu élevées. Je comprends. Et donc, ce stress de marché qui revient n'est pas totalement illégitime ou anormal. Et avec les questions qu'on peut avoir sur le carry trade qui doit continuer à se débloquer ou pas, puisque début août, la Banque centrale japonaise avait dit on va attendre avant de remonter les taux. Ce que j'en comprends, même si je ne suis pas ça depuis tous les jours. S'ils peuvent le faire, ils continueront. Si on peut le faire, on va le faire. Donc, on a conscience qu'on pèse un rôle important dans les équilibres financiers mondiaux. Si ça ne nous empêche pas de continuer, on continuera de encore normaliser. Un peu de débouclement attendre encore. C'est intéressant, Christian, parce que là, dans ces épisodes de volatilité depuis début août jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que la vol change un peu de camp. On a beaucoup parlé du Move Index, la vol des marchés obligataires depuis plus de 2 ans maintenant, avec l'épisode de resserrement monétaire, etc. Alors qu'on avait quand même modulo la période Covid ou le déclenchement de la guerre en Ukraine ou l'épisode SVB, mais on a toujours une vol action finalement très très faible. Là, on a l'impression que la vol change un peu de camp quand même. Mais c'est anormal. Puisque c'est normal, vous dites, ou c'est normal, c'est normal. Oui, d'accord. Parce que on est quasiment certain aujourd'hui que les banquiers centraux vont baisser les taux. Alors on peut se battre. Est-ce qu'ils le feront sur un rythme tous les 3 mois, à chaque réunion? Jusqu'où? De combien? C'est des questions importantes. Voilà. Quand même. Mais après, dire aujourd'hui que les taux longs américains vont revenir à 5. Ça me paraît quand même difficile, alors que quand même, on a une tendance qui est là et qu'il faudrait vraiment... Sur les 6-12 prochains mois, il n'y a pas de... on peut toujours être surpris. Sauf facteurs exogènes, etc. Mais vous dites, dans ce qu'on peut regarder à 6-12 mois... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à acheter de la volatilité? Est-ce que vous êtes prêt à vous couvrir et à parier que le marché obligataire va se vautrer dans les 6 prochains mois? C'est quand même compliqué. Donc, forcément, la volatilité, le prix de la couverture baisse. Maintenant, est-ce que le marché action dans les 6 prochains mois sera plus haut? Là, il y a quand même un peu plus d'interrogations par rapport à il y a 3 mois où on était complètement obnubilé par l'intelligence artificielle, et quoi qu'il arrivait, même s'il y avait des mauvaises nouvelles sur l'économie, on allait avoir Nvidia qui allait tous nous sauver. Donc là, il y a quand même véritablement un changement très clair. Donc c'est normal que la volatilité change. C'est normal parce que c'est vrai que c'était quand même anormal que le marché action ne réagissait pas quand on avait des banquiers centraux qui nous disaient je vous dis pas ce que je vais faire parce que je n'y vois pas clair. Donc aujourd'hui, s'ils commencent à dire je n'y vois pas clair, ça sera peut-être pris plus au sérieux par les marchés actions. Je vous prends juste un exemple. Quand on avait Madame Lagarde qui disait la désinflation va se poursuivre, on va encore avoir l'inflation qui va reculer parce que ce sont les marges des entreprises qui vont absorber la hausse des coûts, des prix des salaires. Et là-dessus, le marché, super, l'inflation baisse, la BCE va baisser ses taux. Oui, mais le profit, on s'en moque, il n'y a pas de problème. Et on avait la bourse qui montait. Donc là, on commence un petit peu à revenir à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que quand il y a de la désinflation, il y a moins de croissance de chiffre d'affaires, il y a moins de croissance de bénéfices. Que s'il y a un mouvement de désinflation, c'est que l'économie ralentit. Donc c'est qu'il y a moins de capacité à remonter les marges et donc forcément la situation économique est beaucoup plus compliquée, et que finalement si les banquiers centraux commencent à baisser les taux aujourd'hui, l'impact positif sur l'économie il sera là, mais peut-être pas avant 2025. Donc on a peut-être un petit passage à vide à passer d'ici les 3 prochains mois. Donc c'est normal qu'on ait peut-être ce petit retour de la réalité, et je dirais que beaucoup de mes clients et moi-même, on est plutôt rassurés quand même qu'il y ait un petit peu de retour, parce que on avait du mal. Alors c'est une forme de normalisation toujours,
hein, les choses. On disait oui, c'était l'IA, oui, c'était quelques valeurs, oui, la montée des marchés était concentrée sur quelques valeurs. Mais là, c'est quand même, ça fait un petit peu plaisir en tant qu'économiste que ça réagisse aux indicateurs économiques. Il y a une convergence entre l'analyse macro et la réalité des marchés. On commence à prendre un petit peu le risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes gérant, vous vous dites, on a essoré la thématique IA, c'est plus une protection absolue. Broadcom, là, on a cité la publication de Broadcom, elle était bonne sur la partie IA, hein, la partie technologique. Ils ont même rehaussé leur attente sur le chiffre d'affaires de l'intelligence. Par contre, ce qui a vraiment été mauvais, c'est tout le reste. C'est comme HPE, c'est Hewlett Packard Enterprise. Tout était bon sur la partie IA, mais qu'est-ce qui se passe? C'est relativement simple. Les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors, on peut toujours parler, est-ce que ça sera rentable? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a une réalité économique. C'est pas du faux, hein, c'est pas voilà. Mais derrière, elle coupe tous les autres budgets. Et ce qui coupe les autres budgets, eh ben, il coupe aussi tout ce qui est infogérance, développement informatique. Donc, il y a que l'IA qui est préservée. Ok, mais ça veut dire que c'est pas si positif que ça. À part si vous êtes à Nvidia où vous êtes très concentré sur ce segment-là. 99% de vos chiffres d'affaires, c'est des GPU, quoi. Bon, donc, là, ça va. Mais le reste du secteur va souffrir. Donc, finalement, on sent qu'il n'y a plus cette protection, cette immunité. Et puis derrière, il y a une conjoncture économique qui est quand même difficile. Une Allemagne qui va très mal en Europe, une Chine qui repart pas, et une économie américaine qui ralentit. Donc là, tout ça, c'est beaucoup pour les matières premières, notamment. Gilles, sur la Chine, quand même, parce que, encore une fois, moi, quand je vois le pétrole, les matières premières s'effondrer, ça fait quand même quelques semaines que ça rebaisse fortement avec des sell-off à -5 sur le pétrole. Je veux bien que les États-Unis soient une source d'interrogation, d'incertitude, effectivement, mais comme le disait Christian, on a encore un PIB à 3% de croissance au T2, deuxième estimation. Enfin, voilà. Donc j'ai l'impression que ces mouvements-là, ils sont aussi le résultat d'inquiétudes sur la Chine, non seulement qui se lèvent pas, mais peut-être qui continuent de grandir. Tous les groupes qui ont des activités exposées à la Chine, que ce soit dans la conso, dans l'industrie, etc., je parle des groupes occidentaux, ils ont reporté que des mauvaises nouvelles sur cette partie-là. Alors, je pense qu'effectivement, la Chine est une vraie question, et en plus, elle a, alors, compte tenu de son poids dans le PIB global, et également compte tenu de la contribution à la croissance des entreprises européennes. C'est quoi la profondeur du sujet? Parce qu'on en parle semaine après semaine. On sait que la Chine, c'est un problème, que c'est compliqué, ça fait déjà plusieurs années qu'on le répète, mais j'ai l'impression que le problème est quand même encore plus profond, peut-être, que ce que certains imaginaient. Avec mes collègues économistes émergents, de ce que je comprends, ils ont du mal à avoir une transparence totale sur la Chine. Oui, pour un économiste, ça doit être dur à lire. Oui. Voilà. Alors moi, mais pour des boîtes, mais sur les boîtes qui opèrent là-bas, ce que disent les sociétés, c'est qu'en fait aujourd'hui, effectivement, elles rencontrent également plus de difficultés avec des marchés qui ralentissent. Alors après, il y a des segments qui fonctionnent. Si vous êtes effectivement sur le bon segment, il y a, je voyais Schneider hier, il disait que eux, sur un segment, là où Siemens, sur la partie Digital Infrastructure, ils avaient plus de difficultés. Schneider, ça a l'air de mieux se passer. D'accord. Et ils n'ont pas de concurrence chinoise en face? Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le ralentissement du marché chinois et l'intensité concurrentielle qui explose dans plein de domaines. C'est qu'ils ont visiblement pas encore... C'est ça. Ils sont encore protégés avec leur expertise. Pour combien de temps? Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de sociétés chinoises qui maintenant sont à niveau. On peut prendre l'exemple des voitures. Oui. Et qui aujourd'hui non seulement viennent concurrencer les marques européennes sur leur marché domestique, mais qui en plus viennent pour maintenir les niveaux de capacité de production, les taux d'utilisation de capacité de production à des niveaux élevés vont se servir de l'export bien sûr. pour ça. Et donc saturer leur capacité. Les prix. Donc on a effectivement un impact qui n'est pas uniquement sur la Chine. Parce qu'on a un marché chinois qui, lui, pour le coup, a beaucoup de mal avec une consommation qui ne repart pas. J'ai une collègue qui revient de Chine, qui a passé 4 semaines en Chine. Pour des raisons professionnelles, mais également pour les vacances, et qui me disait, j'ai jamais vu Shanghai comme ça. C'est-à-dire il y avait personne dans les magasins. Donc, non, puis je vois même, au-delà de l'auto, encore une fois, vous regardez un Starbucks en Chine face à un Luckin Coffee, c'est-à-dire que pour chaque grande enseigne, grande franchise occidentale sur un segment de consommation, il y a le comparable chinois. Et qui, aujourd'hui, Luckin, on en parle depuis plusieurs années, c'est coté à New York, etc. C'est une boîte connue, qui est publique. Mais sauf que là, ça y est, ça décolle.
En Chine, on va plus chez Starbucks, on va chez Luckin. Et du coup, effectivement, on a un marché qui avait. Mais à côté de ça, c'est pas uniquement ça. On voit bien quand même que les chiffres sur la consommation chinoise sont global. Oui. Parce qu'il y a le problème de l'immobilier, qui est quand même un élément central dans leur patrimoine. Donc, il y a quand même des problèmes, sans doute, visiblement plus structurels en Chine. L'effondrement du secteur auto en Europe, là, parce que, encore une fois, c'est un secteur, ça montre aussi comment le marché a changé ces derniers mois. Le secteur auto en Europe, j'ai regardé jusqu'à mars, avril, mai, enfin jusqu'au printemps, c'était le secteur leader. On avait des perfs à 2 chiffres sur le secteur, alors c'était des recoveries, etc. Et puis alors l'effondrement était spectaculaire, c'est moins 50% depuis les points hauts du printemps dernier. Alors je pense que là-dessus, il faut voir 2 choses. On revient sur la thématique du consommateur. Avec des sociétés automobiles qui ont l'obligation d'investir et qui aujourd'hui ne peuvent plus, sont obligés de passer les hausses de prix pour pouvoir maintenir leur marge. Et jusqu'à maintenant, elles faisaient pas trop de guerre de prix. Et là, elles vont devoir rentrer un peu dans une guerre de prix. On a vu Tesla qui avait annoncé 2 baisses de prix depuis le début de l'année, voire 3. Donc, on a quand même un changement d'environnement qui devient plus compliqué. Et finalement, on est en train de retrouver un secteur automobile bien plus similaire à ce qu'il pouvait être en termes de comportement vis-à-vis des consommateurs au début des années 2000. C'est juste le début des problèmes pour eux aujourd'hui, là ou Quand on regarde les valos, j'imagine, c'est déjà, il y a déjà le pire, je sais pas, mais en tout cas, un avenir très noir déjà pricé. On retrouve les valos qu'on a toujours eu. La question, l'anomalie qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'on a des niveaux de marge, notamment sur un groupe comme Stellantis, qui restent encore assez élevés. Donc la question, c'est est-ce que la marge va tenir ? Et ça, c'est et aujourd'hui, le marché dit non, elle va pas tenir. C'est ça. Au cours actuel. Je comprends. Donc il y a pas mal de questions autour de ça. Mais Christian, dans les trucs, alors c'est un peu anecdotique, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a 2 grands patrons allemands qui ont pris la parole coup sur coup cette semaine. Le patron de Volkswagen pour annoncer effectivement la perspective de fermeture d'usine en Allemagne, première dans l'histoire de Volkswagen et de ses quasi 90 ans d'histoire, bien sûr, avec ce constat. Nous ne sommes plus compétitifs. Nous, les Allemands... C'est pas non mais voilà. C'est ça. Donc nous, les Allemands, nous ne sommes plus compétitifs. Patron de Volkswagen. Moins de 24 heures après, le patron de Deutsche Bank a une conférence organisée je ne sais où. Les Allemands ne travaillent pas assez. Alors, il sort des chiffres que j'ai pas eu le temps de vérifier plus que ça. Il dit que les Allemands travaillent 28 heures par semaine, quand la moyenne en Europe, c'est 34 heures par semaine. Je sais qu'il y a plein de manières, ça c'est le travail hebdomadaire, il faut regarder les volumes d'heures, etc. Bref, le patron de Deutsche Bank, il dit les Allemands ne travaillent pas assez, il va falloir que les Allemands se remettent au travail. Venant d'Allemagne. Oui. Non, mais enfin... Après, l'Allemagne, ils ont un choc. Alors, on a peut-être oublié, mais il y a eu quand même une crise énergétique. Et la crise énergétique a beaucoup plus affecté l'Allemagne que la France ou que d'autres pays. Faut pas oublier, c'est que nous, l'avantage, c'est qu'on a eu quand même nos centrales nucléaires qui sont reparties. Et donc, on est beaucoup moins sensible aujourd'hui. Mais l'Allemagne paye plus cher son gaz. Et ça coûtait beaucoup moins cher d'avoir des gaz qui arrivaient de Russie par gazoduc que de l'importer en GNL. Donc ils ont déjà... Même les efforts de sobriété énergétique des entreprises qui ont été mis en place, ça ne permet pas de compenser le delta. La chimie allemande, comment elle souffre en ce moment. Et en plus, nous, par exemple, par rapport à la France, on est sauvés parce que nous, il y a une partie qui est comprise dans la chimie, qui est la chimie de parfum, qui est plutôt du luxe. Donc qui n'est pas sensible à ça. Donc l'Allemagne est vraiment aujourd'hui très affectée par ce choc énergétique, même si les cours du gaz ont beaucoup baissé, on est d'accord, mais ils ont des coûts de production qui ont fortement augmenté. Il ne faut pas oublier l'énergie, ça reste un des principaux coûts non salariaux importants dans tous les process de production, et ça se diffuse dans l'économie. Donc ils ont un vrai problème, et on le voit par rapport à ces commandes à l'export qui véritablement sont sous pression. Alors là, on a eu un chiffre hier qui était un petit peu meilleur, mais qui est lié essentiellement aux commandes exceptionnelles, mais le noyau dur des commandes reste toujours très mal orienté, et d'autre part, l'Allemagne a vu son principal partenaire commercial, qui est la Chine, s'effondrer. Et ça, c'est un vrai problème. Alors pourquoi, juste, je vais dire un petit mot sur la Chine, justement, c'est un gros problème, parce que je pense qu'on a un vrai problème Xi Jinping. C'est-à-dire que, grosso modo, il y avait 2 courants au sein, et on en a discuté au mois de juillet au niveau de la Chine. Voilà, il y avait un courant qui disait qu'il faut relancer par la consommation, et un autre qui disait qu'il faut relancer par l'offre. Politique de demande, politique de l'offre, c'est vieux comme le monde. On connaît ça en France aussi. Et sauf qu'à la différence, plutôt étonnant peut-être pour un gouvernement chinois, mais M. Xi Jinping a dit il n'est pas normal que les Chinois s'enrichissent par l'État. Le Chinois doit s'enrichir par son travail. Et donc on mènera une politique de l'offre et pas une politique de la demande.
Et ça fait peur à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toute l'orientation politique de la Chine, c'est avant tout de soutenir son tissu industriel, de subventionner des industries qui aujourd'hui produisent trop, font des stocks parce que leur marché intérieur est en panne et pensent qu'à une chose, vendent à l'extérieur à bas prix. Mais le constat, c'est qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Voilà, mais le consommateur chinois, il n'a pas de sécurité. Non, mais il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne relancera pas par la demande intérieure, on relancera par les exportations, et derrière, ça amplifie cette guerre commerciale où on va se protéger parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, quand on voit les quantités de stocks de panneaux solaires, de véhicules électriques, qui ne demandent qu'à être exportés. Vous savez pourquoi on n'a pas plus de véhicules électriques en Europe ? Parce que la Chine manque de navires pour transporter des véhicules et les exporter vers l'Europe. Sinon, il y aurait longtemps qu'ils auraient exporté beaucoup plus. Ils sont en train d'en construire 4 en ce moment pour exporter plus. Donc, vous voyez, il y a des contraintes physiques qui fait. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'entasser dans leurs usines des véhicules. Alors, je dis pas ça pour faire peur. Je dis juste qu'il y a une politique aujourd'hui chinoise de relance par l'extérieur. Et c'est ça qui fait que ça redémarre pas véritablement en Chine. Puisque le vrai problème, c'est la demande intérieure, à mon avis. La machine à exporter et même connaît une crise même de croissance, de capacité. Mais vous dites, à l'intérieur, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, du coup, on se dit, il y a un gonflement des stocks, donc à terme, ça va peser sur les commandes de matières premières et il va falloir bien ralentir la production en Chine. Et de l'autre, on n'est pas du tout, on est sur un risque déflationniste à cause de la Chine. Et regardez, alors on parle beaucoup, alors je pourrais en dire des tonnes sur les problèmes de statistiques qu'on a en Chine, mais il y a une statistique qu'il faut suivre très clairement, c'est l'évolution des prix à la consommation et à la production en Chine. Ça sera publié en début de semaine prochaine. Et tant qu'on est en déflation, ça montre bien qu'il y a un vrai problème en Chine et que ça risque de déstabiliser l'ensemble de l'industrie. Donc ça, c'est un vrai problème. Et l'Allemagne est naturellement beaucoup plus exposée, par exemple, que la France ou que l'Italie ou l'Espagne. Donc ça, c'est un vrai problème pour l'Allemagne. Et l'Allemagne a un problème de compétitivité et un problème de demande. Les deux à l'extérieur. Bon, en interne, on sait que c'est pas terrible, mais surtout à l'externe, un vrai problème de positionnement. Et ça, ils sont en train de le payer. Et c'est pour ça que vous avez des confrères allemands et économistes allemands qui commencent à parler de désindustrialisation à venir de l'Allemagne. Donc, ils commencent à avoir vraiment peur. Là, on est parti pour une troisième année au moins de croissance zéro. On a vu encore, il faut qu'il vienne de réviser encore à la baisse. Et il n'y aura pas de rebond en 2025 d'après les conjoncturistes allemands. Et puis, structurellement, il ne se passera pas grand-chose avant les élections fédérales de 2025. C'est à l'automne 2025 en Allemagne. Je pense que là, non, mais enfin, je veux dire, là, on est surtout politiquement en Allemagne, parlant. Oui, mais au-delà de ça, en Allemagne, on se dit que c'est pas conjoncturel. Que là, il y a une vraie remise en cause structurelle. Et ça, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant pour l'ensemble des groupes allemands, industriels allemands. Pourtant, j'ai vu que le DAX avait dû marquer un sommet encore il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, il y a aussi ces phénomènes indiciels qui peuvent diverger parfois de la réalité économique qu'on décrit. Pour les entreprises, là, qu'est-ce qu'on attend des publications ? Alors, ça va reprendre dans quelques semaines. C'est pas tout de suite, bien sûr, Gilles, mais comment on a révisé à la suite déjà des résultats du T2 ? Est-ce qu'on garde l'idée qu'on aura des croissances bénéficiaires positives devant nous ? Avec quel état d'esprit on va aborder 2025 ? Vous parliez tout à l'heure de la cherté des marchés. La cherté, elle correspond aussi à ce qu'on anticipe. Donc, la cherté aux États-Unis sur la partie. Ça, d'accord. En Europe, un peu moins. En Europe, on est plutôt sur les moyennes de long terme. Quand on regarde en Europe sur les résultats, ils ont été un peu meilleurs que ce qu'on attendait, avec quelques sociétés qui ont réussi à réviser à la hausse leurs objectifs de fin d'année. Je pense à un Bureau Veritas, à un Schneider, à un Publicis, et qui ont dérisqué leurs objectifs de fin d'année. Et donc, on a eu des résultats un peu meilleurs que ce qu'on attendait, avec un peu moins de révision à la baisse que ce qu'on attendait. Je pense que la question qu'on va devoir se poser dans les semaines qui viennent, c'est effectivement de voir si cette reprise a bien eu lieu. Je pense que le secteur du luxe qui a corrigé cette semaine, on a quand même des messages qui sont quand même assez partagés de ralentissement de la demande qui s'est poursuivi avec un juillet-août qui était assez mou. Et donc, il faudrait absolument un très bon septembre. On ne voit pas pourquoi il y aura un très bon septembre pour bien finir le mois. Ouais. Avec un environnement de devise qui s'est fort, des impacts de devise, les sociétés qui commencent. On avait pas mal de rencontres avec les entreprises cette semaine. Il y en a plusieurs d'entre elles qui ont commencé à évoquer les impacts du dollar, puisqu'effectivement, au cours de l'été, on a eu quand même un décalage. Et donc ça devrait peser. Donc,
on avait quand même beaucoup d'espoir de reprise sur le H2, va falloir que ça se concrétise, et on a quand même quelques vents contraires. Et si on se projette sur l'année suivante, il y a quand même un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est lié aux élections, y compris américaines, mais aussi à la situation française, c'est qu'on est en pleine définition des lois de finances. Le point commun de tous ces pays occidentaux, c'est quand même le poids de la dette, avec la nécessité quand même peut-être de contrôler cette dette. Ou d'être crédible déjà dans la volonté de la contrôler. Mais ça veut dire sans doute qu'il va falloir escompter sans doute une remontée des taux d'impôt d'une manière ou d'une autre. Et donc ça aura un impact sur alors pas forcément sur les chiffres d'affaires, mais sur les résultats d'entreprise. Donc voilà, je pense qu'il y a matière, encore une fois, quand on met tout ça bout à bout, il y a matière véritablement respirer. C'est ça. Et à être attentif. Et avoir des ambitions peut-être au fur et à mesure, être un peu révisé à la baisse de ce point de vue. Voilà, les marchés actions ne sont pas hors de prix. Il y a quelques et puis il y a des segments qui ne sont pas hors de prix par rapport à d'autres. Et il y a encore du dividende. Et donc, il ne s'agit pas de jouer les Cassandres. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, il y a plein de secteurs défensifs qui jouent parfaitement leur rôle dans cette phase de marché. Les indices baissent, mais la santé, même Sanofi, je veux dire, a eu un parcours estival impeccable pour marquer, je crois, un sommet d'ailleurs, Sanofi. Mais encore une fois, on est dans un cas d'une société qui partait d'un niveau de valorisation qui était extrêmement bas. Et c'était des éléments qui n'étaient plus du tout pris en compte jusqu'à récemment. Bon, pour finir, il nous reste 3 minutes, un mot de l'effet Barnier, je sais pas. Alors, on a essayé de regarder un peu précisément, enfin Bloomberg l'a fait très bien. Donc, il y a eu une détente peut-être de 2-3 points de base sur le spread au moment de l'annonce, hier, pendant une demi-heure. Non, mais c'est ce qu'on regarde sur les marchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés obligataires restent très vigilants, quel que soit le Premier ministre français aujourd'hui. On peut imaginer que pour des marchés obligataires, notamment en Europe, Michel Barnier est plutôt une figure rassurante. Alors, sur le fond, je pense que pour un non-résident, un étranger qui doit acheter de la dette française, c'est plutôt rassurant que ça soit Monsieur Barnier plutôt que Monsieur Mélenchon. C'est déjà quelqu'un de connu. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un de connu qui a un track record Donc pour ces gens-là. Mais je pense que le marché, moi j'ai toujours dit, les marchés vont réagir quand on déposera le budget et quand on déposera surtout auprès de l'Europe les perspectives budgétaires à moyen terme. Le marché obligataire, il ne réagit pas, même si on annonçait qu'on a 6% de déficit budgétaire cette année, allez, je grossis le trait volontairement, c'est beaucoup, mais si c'est que conjoncturel, vous n'allez pas avoir tous les gérants étrangers qui vont vendre le 10 ans à français en se disant c'est la fin du monde. Par contre, si on dit... Sauf que là, ça a tout pour être conjoncturel, si on dit, ce déficit structurel, ce déficit on aujourd'hui. On respectera pas notre parole. On ne va pas vers certains politiques, on dit, il faut le rappeler quand même, qui prétendent... Là, il y aura une réponse de marché. Au poste. Là, il y aura une réponse de marché. Là, il y aura une réponse parce qu'on sera très clairement dans l'idée qu'on est pas crédible. Et donc la crédibilité sur 5 ans sera très importante et surtout, je pense que derrière le marché sera sensible si l'Europe valide aussi en partie cet élément. Si l'Europe dit vous faites n'importe quoi, la BCE se fâche en disant la France fait n'importe quoi, là vous allez avoir une réaction de marché particulièrement violente. Donc il y a une question de crédibilité à avoir et puis derrière on verra. Bon, j'espère que M. Barnier va essayer et je pense qu'il jouera au maximum ses relations en Europe pour que l'intérêt, c'est qu'il connaît bien l'Europe et que l'Europe le connaît bien. Ça, c'est plutôt positif. Il a un capital quand même de ce point de vue-là. Son gros problème, c'est qu'il n'a pas de majorité. Et qui peut être viré du jour au lendemain. Et on va dire que dès qu'on aura la possibilité de nouveau constitutionnellement de pouvoir repasser par la case élection, il sera quand même fortement en risque. Donc ça reste provisoire, ça reste... Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de crise, prime de risque, mais pour moi, le fond du problème reste là, le déficit public, et il faut garder la crédibilité à moyen terme. Et ça reste toujours très présent. Il y a une prime de risque qui s'est installée sur les actions françaises, en l'occurrence, dans votre univers. C'est visible, c'est légitime. Une incertitude qui s'était ouverte, qui était légitime, qui s'est en partie réduite parce qu'on a éliminé le scénario du pire, c'est-à-dire un SMIC à 1600, une remise à plat de la réforme. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, on l'a enlevé. Maintenant... ça reste une situation extrêmement compliquée et sans majorité. Et donc, effectivement, pour nous, alors ça, c'est pas le juge de paix, mais le point de passage obligé, c'est le vote du budget. Oui, c'est l'ordre de vérité budgétaire. Voilà, oui, bien sûr. En attendant,
même si on pense qu'effectivement Barnier est à même de pouvoir porter ça, il n'a pas de majorité. Donc, oui, non, mais c'est pas dit. Oui, non, mais bien sûr, la tâche est ardue. Donc quand on a vu ça hier, on s'est dit voilà, c'est une première étape, mais en fait, on ne fait rien là-dessus. Il faut attendre. Oui, ça n'a pas été un driver de marché. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que ne rien faire n'est pas une bonne solution. Ah non, c'est laisser se dégrader la situation. Voilà. C'est aussi ça qui pose problème, parce qu'on pourrait dire il ne fait rien pendant 10 mois et tout va bien. Mais ne rien faire n'est pas une solution. Donc il va falloir faire passer sans majorité des mesures qui sont impopulaires. Bon courage. Merci messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics, et Gilles Guiboud, le responsable des actions européennes chez AXA IM.